Textes anciens et sciences de l'architecture. Alors, les peuples mégalithiques ont laissé des traces étonnantes d'une architecture planifiée en respectant des principes géométriques reliés à l'astronomie. Les structures mégalithiques déterminent des formes simples telles que des carrés, des doubles carrés, triples carrés et des triangles simples comme le triangle 3-4-5, souvent appelé triangle de Pythagore. Ces formes géométriques ont des implications astronomiques. Cette science est baptisée astrogéométrie. C'est une science ancienne qui donne au nombre une place importante, suggérant qu'il s'agit d'un langage. Les peuples mégalithiques ne semblent avoir laissé aucune écriture, au sens où nous l'entendons. Mais existe-t-il des textes anciens évoquant les principes que nous observons sur les complexes mégalithiques de Bretagne, par exemple? La réponse est oui. Il y a des textes ainsi que des traditions qui décrivent les principes de cette science ancienne. L'astrogéométrie, ses principes, les proportions simples, en lien avec la position des astres majeurs, sont évoqués dans de nombreux textes anciens. Nous allons voir par exemple des informations relatives à l'architecture dans le livre des rois, dans le livre de l'Exode, dans les textes indiens, les Vastu Shastra, dans le traité d'architecture de Vitruve, mais également du grec Plutarque à propos des Égyptiens. Il y a également des informations dans les textes sumériens, dans les textes égyptiens. Et enfin, nous verrons qu'il y a peu de textes dans l'Amérique précolombienne, et pour cause, ces peuples n'utilisaient pas l'écriture, c'est le cas pour les Incas par exemple, et les autres écritures, aztèques, mayas, olmèques, sont aujourd'hui quasiment indéchiffrables. Et donc, on va commencer par regarder le livre des rois, et notamment les proportions de l'Arche d'Alliance qui sont données dans ce livre. Alors, les proportions sont données, c'est 1,5 coudées de hauteur et de largeur, et 2,5 coudées de longueur. Ce qui fait qu'en fait, cette Arche d'Alliance est constituée d'un cube de proportion 1 par 1, prolongé, comme ceci, qui donne la longueur 2,5 coudées pour la longueur. Et voilà, donc vous avez des proportions entre la largeur et la longueur qui sont le nombre 3,5. Mais il se cache évidemment les proportions 3 demi ici, puisque cette partie qui est prolongée ici est de proportion 2 tiers. Donc voilà des proportions simples qu'on va retrouver dans cette géométrie qui est proposée. Voilà, donc on va regarder maintenant la structure du temple construit par Salomon pour l'éternité. Donc c'est intéressant aussi. C'est un temple qui est censé faire. euh, il a une façade de 20 coudées de large par 30 de hauteur, une longueur de 60 coudées. Et il est complété par une entrée qui est composée de 10 coudées de profondeur par 20 coudées sur la largeur et 20 sur la hauteur. Donc voilà les proportions simples. Donc déjà, si on regarde la partie du temple vue de côté, c'est un double carré, un double cube. Le plan au sol, c'est un triple carré. Les volumes sont intéressants également, puisque le volume du temple fait 36 000 coudées cubes. La partie qui est l'entrée fait 4 000 coudées cubes. Alors c'est intéressant parce que 36 000 plus 4 000, ça fait 40 000 coudées cubes. Et je trouve ces deux nombres intéressants, 36 et 40, parce que ce sont des nombres qui ont été utilisés pour diviser les dimensions de la Terre. Soit on a utilisé la division du cercle en 360 degrés, mais il a aussi été souvent question de diviser un cercle en 400. Et c'est ce qui fait qu'à l'époque de la Révolution française, quand les savants de l'Académie des sciences ont discuté de comment déterminer la longueur du mètre, il y a eu des débats entre diviser la Terre en 360 millions ou 40 millions. Et ils ont choisi qu'à 40. Et les deux savants avaient des théodolites, qu'on appelait le répétiteur de Borda, et il y en avait un qui était gradué avec un cercle en 360 degrés et l'autre en 400 degrés, pour la petite histoire.
Voilà, donc je vous montre également, donc ici c'est un plan plus donc en 2D, donc avec les différentes vues. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre en fait qu'il y a des proportions simples qui sont récurrentes. Hein, on voit bien que on a du double carré sur la partie de l'entrée, on a ici une façade qui est de proportion 2 tiers. On retrouvera également ici, si on divisait tout le plan au sol vu du dessus, on retrouverait deux septuples carrés, c'est-à-dire 10 par 70, qu'on retrouve deux fois. Donc le rapport 2 par 7 aussi également. Donc il y a des proportions simples qui sont récurrentes dans un monument qui est considéré être un temple pour l'éternité. Donc ça, c'est des éléments qui sont un petit peu connus, mais il y a d'autres textes qui évoquent l'architecture des anciennes civilisations. Et en tout cas des principes qui vont sous-tendre la façon dont on va concevoir les temples et les monuments. Donc en Inde, par exemple, on a ce qu'on appelle les textes du Vastu Shastra, donc c'est des textes qui euh, remontent à plus de 2000 ans au minimum. Hein. C'est-à-dire que les premiers écrits ont 2000 ans, mais les historiens pensent que cette pratique est bien plus ancienne. Et globalement, il s'agit de construire les monuments en tenant compte de plusieurs paramètres qui sont des proportions simples et harmonieuses, géométriques, en tenant compte de l'astronomie, c'est-à-dire qu'on oriente sur l'équinoxe ou les solstices, par exemple, qui sont considérés comme des orientations favorables. Et puis, on tient compte également de la configuration du terrain, c'est-à-dire la géographie, les montagnes, les cours d'eau, la végétation. Donc là, dans cette tradition d'implantation des monuments, on tient compte de paramètres astronomiques, géométriques, géographiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein, parce que c'est exactement ce qu'on observe avec les structures mégalithiques. Les mégalithes sont implantés en tenant compte de l'astronomie, de la géométrie, de la géographie. Exactement comme les textes indiens des Vastu Shastras. Une autre source intéressante, c'est Vitruve et le traité d'architecture. Donc dans ce document, il évoque un certain nombre de choses qui permettent de déterminer les proportions harmonieuses pour les temples. Donc il décrit également les proportions des colonnes, c'est-à-dire le rapport entre la hauteur de la colonne et son diamètre. Il va déterminer également les dimensions des portes d'entrée par rapport à la façade, les proportions. À propos des portes, d'ailleurs, elles servent très souvent de référence de mesure, puisque très souvent, la porte est dimensionnée comme étant une unité standard, et les proportions du temple, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, vous avez une porte, et ensuite c'est une unité, et on retrouve une, deux, trois unités pour la largeur de la façade. Donc il précise aussi voilà, que l'importance des portes est souvent le module unitaire qui détermine les proportions du temple. Donc c'est important ce que je vous dis là parce que j'ai fait des mesures sur des temples, des églises par exemple, parce que j'avais eu l'intuition que dans ce qui est l'entrée d'un monument sacré, la porte d'entrée, c'est quelque chose d'important et dont les dimensions ont été pensées par les concepteurs. On verra tout à l'heure, les Égyptiens ont un texte justement qui s'appelle l'Amduat qui décrit le voyage du soleil dans l'Amduat, dans le monde noir, dans le monde des morts si vous voulez, et le soleil passe par des portes. Et ces portes ont des proportions particulières, c'est décrit dans le texte. Et en fait, ça fait sens hein, de franchir la porte d'un temple au moment où on la passe. On ne prend pas conscience, mais cette porte a des dimensions particulières qui déterminent ensuite la structure du monument et parfois le rapport largeur-hauteur est tout à fait curieux. Et en Égypte, on retrouve notamment des temples avec des portes gigantesques en hauteur. On se demande quelle est l'utilité, mais en fait, c'est le rapport largeur-hauteur qui révèle un nombre. Voilà, un nombre transcendant et qui fait sens pour les Égyptiens. Et donc Vitruve, en fait, évoque des éléments qui font tout à fait penser à ça. Euh, donc voilà, il donne dans son traité des proportions vraiment clés, telles que le double carré, le rapport 4 tiers, les proportions 5 tiers, les proportions 16 neuvièmes, tout un tas d'éléments voilà, qui sont donnés dans son ouvrage. Il évoque également un petit peu de métrologie, donc c'est lui qui insiste sur le rapport 2 tiers entre un pied et une coudée.
Donc on retrouve ce rapport de tiers qui était présent, vous l'avez vu dans le Temple de Salomon, qui est la façade du Temple de Salomon. On retrouvait également ce rapport de tiers dans l'Arche d'Alliance, dans le tabernacle. Voilà, c'est un rapport assez récurrent, le rapport de tiers. Euh, on n'y pense pas souvent. Souvent, on pense au triangle 3, 4, 5, on pense au double carré. Mais le rapport de tiers est vraiment très, très récurrent de l'architecture. Et je dirais, dans les nombres, dans la pensée des anciens, c'est quelque chose qui a l'air très récurrent et très redondant. Et il y a des raisons à ça. Euh, il y a également des auteurs qui ne sont pas partis forcément des textes, mais il y a une thèse qui a été réalisée par Rémi Fazang, qui a été publiée en 2018. Et son travail, lui, ça n'a pas forcément été d'étudier les textes, même s'il est parti des textes connus, mais il est parti vraiment de l'architecture du terrain, de toute la culture celtique entre l'an moins 700 et moins 100. Et en étudiant l'architecture des temples gallo-romains ou celtiques, il a découvert en fait qu'il y avait des proportions, des systèmes modulaires utilisés, tels que le carré, double carré, triple carré, le 3, 4, 5, euh, le déploiement d'une structure en reportant la longueur de la diagonale, etc. Donc il a fait un travail de recherche qui est intéressant, hein, justement, où il montre que l'architecture déjà, elle utilise ces principes-là dans toute l'Europe. Euh, Venons-en des textes plus anciens. Alors, le code de loi de Ur-Nammu, c'est à propos de la ziggourate d'Ur en Irak. Alors je vais faire une vidéo spécialement sur cette ziggourate parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En préparant donc cet article, du coup, je me suis penché sur la ziggourate d'Ur et puis j'ai fait des constats que j'avais jamais vus auparavant. Et donc j'en ferai une petite vidéo pour, si vous voulez, développer, faire un zoom sur cette partie-là. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un code de loi général, hein, code de loi spirituel, civil, etc., dans lequel est donné les dimensions d'un temple dédié à la Lune. Donc les dimensions au coudées sont données, donc on découvre des proportions. Et donc voilà, c'est un texte qui donne les proportions d'un temple dédié à la Lune. Ok, un temple relié à l'astronomie. Et il insiste sur les proportions. Et donc je ferai une vidéo zoom là-dessus, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Voilà, donc c'est les Sumériens, donc c'est quand même quelque chose de très ancien, hein, et on retrouve déjà cette notion de déterminer un temple qu'on relie à de l'astronomie et dont on détermine une géométrie pour le temple. Et c'est marqué dans un code de loi, pas dans un plan comme ça sur un bout d'argile, non. Les dimensions sont marquées sur un code de loi, et ça c'est important. Euh, Chez les Égyptiens, il y a Plutarque, donc un grec qui parle de l'importance du triangle 3, 4, 5 chez les Égyptiens. Voilà, c'est partie d'un texte assez connu. Mais ce qu'on connaît moins, il y a des choses qu'on connaît moins, c'est que dans certains livres égyptiens, le livre des ports, le livre des cavernes, le papyrus de Ouedskar, le livre de l'Amduat, il y a des informations sur des temples où sont données les dimensions des temples. Par exemple, il y a des auteurs qui, en faisant les traductions, constatent qu'il est marqué les dimensions du temple de Ptah qui va mesurer 30 par 20 coudées. On retrouve ce rapport de tiers. Euh, je donnerai toutes les sources dans l'article, hein, elles sont toutes dans l'article, là, dans la vidéo, je ne vous les donne pas, mais dans l'article, toutes les sources sont présentes, hein, avec les citations des différents auteurs. Ce qu'on sait moins aussi de l'importance de la géométrie et des nombres, c'est qu'en Égypte, dans le cadre de la médecine, ça c'est vraiment très peu connu, les Égyptiens utilisaient les nombres et la géométrie en médecine. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, la durée d'un traitement médical allait avoir un certain nombre de jours qui allaient être importants, qui étaient pensés, parce qu'ils faisaient sens pour eux. Le choix du nombre n'était pas, ouais, ben normalement, 7 jours, ça doit être bon. Non, on choisissait des nombres de jours précis, hein, qui pouvaient être en lien avec des choses telles que l'astronomie, par exemple. Mais en plus de ça, on fabriquait des lits aux proportions particulières pour les malades. C'est-à-dire que les rapports de proportion entre les lits, les chaises, le mobilier des gens malades
on en tenait compte. C'est intéressant, hein, ça. On donne de l'importance aux proportions et aux noms dans la médecine. Il y a un- un professeur d'histoire qui a été archéologue également, Fernand Schwartz, qui donne une conférence que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la médecine égyptienne et il évoque également une autre chose, c'est que les Égyptiens attachaient autant d'importance aux médicaments qu'à l'onde de forme dans lequel se trouve le médicament. C'est-à-dire qu'on stockait, par exemple, un médicament à base d'herbe dans une forme géométrique particulière pour lui impulser une énergie. La forme géométrique avait autant d'importance que le traitement. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas connues du tout, mais qui révèlent en fait cette importance qu'il y a pour les anciens de s'intéresser à la géométrie et au nom. On va poursuivre un petit peu en Égypte. Alors, le livre de l'Amduat, je m'appuyais ici sur l'égyptologue Guya Priskin qui a fait un article. Et cet article, en fait, il évoque notamment le fait que les Égyptiens, pour lui, semblaient connaître le nombre d'or. Également, dans la Grande Pyramide, hein, c'est une question qu'il discute et il apporte des éléments sur la base de textes tels que l'Amduat, qui est un texte qui n'est pas contemporain des pyramides tel qu'il a été retrouvé aujourd'hui, mais il montre que ce texte en fait est un texte issu d'une tradition bien plus ancienne et qu'il est en lien avec la Grande Pyramide. Et dans le texte de l'Amduat, en fait, il y a la description des 12 heures de la nuit avec des dimensions particulières que parcourt le Soleil dans la première heure, deuxième heure, troisième heure, etc. Et Guy Priskin nous fait remarquer que les dimensions sont données pour quelques parties, pas toutes. C'est donné pour la première, deuxième, troisième heure, septième heure, douzième heure. On a les dimensions ici de ces passages qu'utilise le Soleil. Et c'est intéressant parce que si vous regardez bien, la première heure est composée de 200 et 300 littéraux, deux parties différentes, un rapport de tir que l'on retrouve. La deuxième heure, elle est composée de 309 itéraux. Donc l'itéraux, c'est une mesure, c'est une unité de mesure qui vaut 20 000 coudées royales. Et la troisième heure fait également 309. Et ce que fait remarquer Guy Priskin, c'est que ces nombres-là révèlent le nombre d'or, puisque 309 plus 309, c'est 618, donc l'inverse du nombre d'or, qui est 0,618. Et le rapport entre la première heure, 500 itéraux, et la deuxième heure, 500 sur 309, c'est 1618. Et donc, Guy Priskin, il montre en fait que ça, c'est quelque chose euh, de volontaire, d'utiliser ces noms qui sont pas immédiatement perceptibles, hein, que c'est quelque chose de lié euh, aux gens, ces gens initiés qui peuvent le voir, hein, c'est son interprétation. Mais il ne s'arrête pas là, il donne d'autres informations très intéressantes dans son article, et il explique pourquoi le nombre 309 est très important chez les Égyptiens. Et l'explication, elle est passionnante, c'est que les Égyptiens avaient découvert, avaient compris, qu'au cours de 309 lunaisons, c'est-à-dire 309 pleines lunes, il s'écoule exactement 25 années solaires de 365 jours. Et les Égyptiens étaient très attachés à conserver une année de 365 jours pendant au moins 25 ans. Il ne fallait pas changer, comme nous on le fait, hein, tous les 4 ans on rajoute un jour. Ce n'était pas le cas en Égypte, et Guy Priskin rappelle ça. Le pharaon était chargé de conserver l'année à 365 jours pendant au moins 309 lunaisons. Et c'est vraiment exact parce que, en fait, ce que ça permet de comprendre aussi, c'est que ça veut dire que les Égyptiens étaient parvenus à calculer la durée d'une lunaison, 29,53 jours, avec une précision de 99,999% de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc une précision quasi parfaite. Voilà, ça c'est quelque chose qui est peu connu également, mais ça révèle ça révèle cette extrême précision avec laquelle ils ont mesuré la durée de la lunaison. Il y a autre chose que Guy Priskin n'a pas vu, donc je
je m'appuie sur son travail et en reprenant ces données, il y a une petite chose qui lui a échappé. Mais entre la 7e et la 12e heure, la 7e heure, c'est passionnant, elle fait 440 coudées par 440. C'est un carré. Le passage de la 7e heure, c'est une salle carrée. Donc ça, il le dit, il fait bien remarquer que 440 par 440, c'est les dimensions de la Grande Pyramide, et que c'est pas par hasard qu'on trouve ces proportions, 440 par 440. Et c'est ce qui lui fait vraiment penser que ce texte est issu d'une tradition plus ancienne, qui est en lien avec justement les premières dynasties égyptiennes qui ont été à l'origine des pyramides en Égypte. Mais le rapport entre la 12e heure et la 7e, c'est intéressant, parce que la 12e heure fait 1300 coudées de long, et le rapport entre les deux, c'est 29,54, qui est quasiment 29,53, quasiment une lunaison. Enfin, 2,954, pardon. Mais la suite numérique, 2,954, fait penser à la lunaison, 29,53 jours pour une lunaison. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse à propos de ce que nous fait découvrir Guvia Priskin dans son article. Quant à l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, eh bien, il n'y a pas vraiment de texte puisque ces peuples-là n'utilisaient pas d'écriture. C'est le cas des Amérindiens, par exemple, n'avaient pas de système d'écriture tel qu'on le connaît. Les Incas non plus. Ils utilisaient un quipu, les Incas, donc qui était un système avec des cordelettes et des nœuds. C'était un système de langage numérique. Les Mayas, les Aztèques, Toltecs, Olmecs utilisaient des systèmes plutôt hiéroglyphiques, mais qu'on n'est pas capable de traduire correctement aujourd'hui. On a compris par exemple les nombres, on sait lire les nombres, mais on n'est pas capable de traduire correctement les textes. On est quasiment dans la capacité de déchiffrer ces textes-là. Les rares textes qu'il reste, parce qu'ils ont été beaucoup brûlés lorsqu'il y a eu les colons espagnols, français, portugais qui sont venus dans ces pays-là. Tout a été un peu perdu. Mais en outre, la tradition orale, par contre, puisqu'il y a des gens qui ont récolté les traditions, les connaissances de ces gens-là, et ce qui est certain, c'est que les temples étaient construits en fonction de l'astronomie. C'était vraiment une des clés. Le soleil, la lune, mais également les montagnes. Tout ça était vraiment pensé dans un ensemble. Il fallait un ensemble harmonieux qui relie la terre et le ciel. C'était vraiment un des critères clés de l'architecture des temples en Amérique du Sud, par exemple. Et il y a des archéologues qui ont étudié l'architecture et qui font bien le constat qu'il y a des proportions qui utilisent des nombres simples, des rapports simples et harmonieux, tels que le triangle 3, 4, 5, pour concevoir ces temples. Donc si vous avez des temples où on utilise des proportions harmonieuses, double carré, triangle 3, 4, 5, on sait que ces temples sont également conçus en fonction de la Terre et du ciel, donc en fonction de l'astronomie. On est bien dans ce qu'on appelle l'astrogéométrie. Voilà ce que je voulais vous donner. Et pour conclure sur cette petite vidéo qui vous résume l'article, je vous invite à lire l'article qui est plus complet que ce que je viens de vous donner là. Eh bien, à mon sens, il n'est pas possible de dire qu'il n'existe pas de texte qui évoque l'existence d'une science de l'architecture sacrée visant à relier le monde terrestre et le monde divin, c'est-à-dire l'astronomie, avec des principes de géométrie. Que cela soit à partir des textes romains, grecs, égyptiens, sumériens ou même indiens, toutes ces cultures semblent avoir utilisé des principes géométriques simples pour exprimer le lien entre la terre et le ciel. Ces textes sont des fragments d'une ancienne science qui était encore connue jusqu'à la Renaissance sous le nom de quadrivium. Cette science était l'alliance de 4 voies, les nombres, géométrie, astronomie et la musique, qui correspond au déroulement des nombres dans le temps pour la musique. Voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo de présentation de l'architecture et je vais en faire une un peu plus longue où je vais détailler, zoomer sur ce que j'ai pu découvrir à partir du code de loi de Ur-Nammu et la Zigguratatour. Donc ça, je vous donne rendez-vous dans une petite dizaine de jours pour cette vidéo qui va faire au moins une demi-heure, je pense, et où je vais vous montrer tout ce qu'on peut découvrir là-bas et c'est vraiment passionnant. Merci de votre attention et à bientôt.